Il est vrai que les méchants principaux dans JoJo sont exceptionnels, c'est un fait. Mais il existe aussi les personnages secondaires, les antagonistes secondaires qui sont tous super aussi. Ils ne sont pas tous géniaux, mais certains d'entre eux sont super. Certains d'entre eux ont un vrai background, certains d'entre eux ont une vraie profondeur, un vrai intérêt et une vraie puissance. Et moi, c'est de ceux-là dont j'ai envie de parler. De ces méchants qui nous font ressentir quelque chose, de ces antagonistes secondaires qui nous ont pris au trip. Alors, oublie pas le petit pouce bleu, hein, c'est toujours important. Abonne-toi si t'es un fan de JoJo comme moi. Et puis on y va quoi, on y go. Et on commence par Straizo, c'est le parfait exemple du gars qui commence comme un moine du Hamon, noble et droit, pour finir en cosplay d'Ice Count de Dio, rongé par une peur maladive de la vieillesse. Ce type était censé incarner la sagesse, la transmission, la fin d'une époque, et au lieu de ça, il claque une crise de la cinquantaine, enfile un masque de pierre et massacre tout ce qui bouge pour rester beau gosse. À ce stade-là, on est d'accord, c'est plus de la vanité, c'est un cas clinique. Son admiration pour Dio, il la camoufle sous des grands discours, mais elle transpire à chaque réplique. Il ne veut pas juste devenir fort, il veut devenir plus que Dio, plus que le Hamon, plus que la mort. C'est une quête d'ego pur, déguisée en aspiration philosophique. Mais Straizo, c'est aussi une machine de guerre. Premier vampire à connaître le Hamon, il anticipe tout, il est méthodique, calculateur, violent, et il ne plaisante pas avec la mise en scène. Il arrache des dents pour faire passer des messages. Il explose, se régénère, et revient pour en remettre une couche. Mais malgré toute sa cruauté, il garde un reste d'humanité. Il avertit Joseph du danger que représente Santana, une dernière note lucide dans une symphonie de mégalomanie. D'ailleurs, après la mort de Straizo, une fan en plein meltdown émotionnel a envoyé une lettre à Araki qui ferait passer un soap-opéra pour un documentaire froid. Elle y pleure notamment la perte de son chouchou, avec une passion théâtrale hilarante, promettant non seulement un doujin et un fan club, avant de l'accuser entre deux sanglots d'être un hippopotame. Bon, c'est une insulte d'enfant. Bon, bien sûr, ça reste une enfant. Et puis les fans hardcore, ça date pas d'aujourd'hui. Même à 18 piges, il y en a qui sont prêts à défendre Gojo, bec et ongle par exemple. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Wamuu, c'est la quintessence du barbare stoïque. Un gladiateur antique téléporté dans une fiction où les peaux sont plus tranchantes que les épées. Ce qui le distingue des autres antagonistes de JoJo, ce n'est pas juste sa puissance, même si on parle quand même d'un type capable de disséquer à la vitesse d'un cyclone, mais son code d'honneur, rigide comme un katana forgé dans le respect de l'ultra-violence. Il ne se contente pas de pulvériser ses adversaires, il veut les affronter à leur apogée, comme un esthète du duel. Il est prêt à attendre que Joseph devienne un guerrier accompli simplement pour laver une humiliation. Comme si l'idée de tuer un homme faible relevait d'un sacrilège. Ce n'est pas du masochisme, c'est une sorte d'ascèse martiale, une religion de la baston où la victoire n'a de sens que si elle est arrachée dans les règles de l'art. Ce respect, il ne le distribue pas à la légère, il méprise les faibles d'esprit et les discours sentimentaux. Il ricane quand César se bat pour son pote Marc, mais il s'incline sans réserve quand César lui prouve qu'il a des tripes. La scène où il laisse l'antidote après la mort de César, c'est du théâtre antique. Il aurait pu écraser ce dernier comme une fourmi, et il choisit de l'honorer comme un frère d'armes. Et ce n'est pas juste une passade émotionnelle, c'est son mode de vie. Wamuu est un pur produit d'une époque où la force et la loyauté formaient une morale. Il s'auto-flagelle symboliquement en laissant Joseph le frapper, puis s'arrache les yeux pour combattre sans être parasité par la peur. L'élégance du désespoir, version brute. Même son étrange réflexe de violence, dès qu'on lui marche sur l'ombre, renforce cette idée qu'il vit dans une logique d'affrontement perpétuel, où chaque détail peut être un affront à l'ordre du monde. Bref, Wamuu, c'est ce qui arrive quand on fusionne un moine zen, un berserker et un détecteur de coups bas. Un personnage tragique, coincé dans le rôle du méchant, mais dont l'éthique claque plus fort que bien des héros. Vanilla Ice, c'est pas simplement un bras droit, c'est une secte à lui tout seul. Le type est tellement dévoué à Dio qu'il se décapite sans broncher, juste pour offrir son sang, et sans même attendre un remerciement. On est au-delà de la fidélité, c'est du fanatisme pur, presque religieux. Et ce n'est pas juste un serviteur zélé, c'est un tueur froid, méthodique, qui devient une bête incontrôlable si on ose manquer de respect à l'image de son maître. Même Iggy s'en prend une, enfin plusieurs même, juste pour avoir effleuré une illusion de Dio. Aucun chill, rien du tout. Quant à son stand, Crime, c'est une machine à broyer dimensionnelle, une sphère de néant qui efface tout, comme un trou noir portatif avec le sens de la mise en scène. Le seul souci, c'est qu'il fonce à l'aveugle, mais Vanilla Ice compense avec une vraie ruse. Il se déplace en spirale pour maximiser la destruction, et ça fonctionne, jusqu'à ce que son obsession le perde. Complètement aveuglé par sa ferveur, il oublie qu'il est devenu un vampire. Résultat, il finit en poussière sous le soleil, manipulé par Polnareff
et c'est parfait ainsi, parce qu'il a quand même fait du mal à Iggy, et ça, on ne lui pardonnera pas. Dans Diamond is Unbreakable, je dois avouer que les antagonistes secondaires vraiment marquants ne courent pas vraiment les rues, mis à part vite fait peut-être 2 personnages que j'ai envie de mentionner rapidement. D'abord il y a Akira qui est le rocker wannabe branché sur 10 000 volts, une pile humaine à l'ego hypertrophié qui pense que Van Halen et le meurtre font bon ménage. Il frime, il électrocute, il veut être une légende, mais c'est surtout son stand, un Red Hot Chili Pepper, qui est un concentré de puissance électrique pure. Bien que son cerveau manque souvent de courant. Stratège oui, mais lâche dès que ça chauffe. Et en face, on a aussi Yoshihiro, qui est donc le patriarche spectral qui joue les marionnettistes post-mortem pour couvrir les crimes de son fils serial killer. Ce vieux bonhomme coincé dans une photo agit comme un coach de l'ombre pour Yoshikage. Mais à la différence de ton daron qui te pousse à réussir tes examens, lui pousse son fiston à échapper à la justice après avoir explosé des femmes pour leurs mains. Il n'a ni la dégaine ni le charisme, mais il compense avec une ruse crasse et une culpabilité bien placée. Alors certes, là, c'était pas les plus marquants, mais par contre, j'ai envie de vous parler d'un méchant qui, moi, m'a le plus marqué en tant qu'antagoniste secondaire. Et vous savez de qui je parle. Risotto Nero, c'est la mort qui marche en silence, mais avec un sens du style à faire passer Marilyn Manson pour un vendeur de t-shirts au marché de Palerme. Ce type n'est pas juste un assassin, c'est un rituel à lui tout seul. Chaque mouvement est pesé, chaque regard est une menace muette, et chaque seconde passée dans son ombre est une invitation à marquer son dernier souffle. Il ne tue pas pour le plaisir ni pour la gloire, il tue parce que c'est logique, inévitable et parfaitement exécuté. Il dirige la Squadra Esecuzioni, avec la rigueur d'un moine guerrier en deuil permanent. Quand Sorbet et Gelato disparaissent d'ailleurs, c'est le premier à sentir que quelque chose cloche. Quand ils sont enterrés, c'est le dernier à partir. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est de la fidélité. Une fidélité qui le pousse à défier à lui seul l'ombre la plus terrifiante de toute la partie 5. Le boss en personne. Et il le démonte presque, parce que Risotto, c'est pas juste un stratège, c'est un chirurgien de la guerre. Il perce la double identité de Doppio, anticipe les mouvements, pousse même King Crimson dans ses retranchements. Bref, le mec se fait littéralement exploser par Aerosmith. Il tente de retourner contre son ennemi au moment de crever. Et Metallica, c'est une colonie de petits cauchemars planqués dans ses veines, capables de faire pousser des ciseaux dans des poumons, discret, vicieux, imparable, le stand parfait pour un fantôme en marche. Bref, Risotto, pour beaucoup et pour moi compris, méritait de l'emporter contre Doppio. Malheureusement, il a perdu. Mais il reste dans nos mémoires. Paix à son âme. Cela dit, il existe un autre personnage, dans Steel Ball Run d'ailleurs, qui est au moins aussi iconique que certains grands méchants. Et par ailleurs, en fait, c'est pas le seul de cette partie qui se démarque un peu des autres, je trouve. Enfin, il y a plein d'antagonistes secondaires qui sont assez marquants, mais je dois dire qu'il y en a un autre particulier, qui est apparu pourtant dans très peu de chapitres. Diego Brando, c'est la version darwinienne de Dio, moins théâtrale, plus froid, mais tout aussi carnassier. Là où Dio hurlait sa grandeur, Diego la murmure entre 2 crocs de vélociraptor. Son enfance, un drame victorien à peine romancé. Une mère qui sacrifie ses mains pour lui, un monde qui regarde son branché. Le gamin gentil qu'il était s'est transformé en un requin social à la mâchoire affûtée par la rancune et l'ambition. Ce n'est pas un traître, c'est un opportuniste de haut niveau. Dès qu'un deal pue le pouvoir, il saute dedans comme un jockey en manque d'adrénaline. Mariage intéressé, pacte avec Valentine, Steel Ball Run comme prétexte à l'ascension, il joue chaque main comme si sa vie en dépendait. Et elle en dépend, constamment. Ce n'est pas qu'il déteste les autres, il ne les considère même pas. L'humanité, pour lui, c'est une volière à pigeons. Bruyante, bête et bonne à plumer. Mais ce qui le rend fascinant, c'est son self-control clinique. Il ne tue pas par pulsion, il élimine, il avertit, calcule, ajuste. Et quand il obtient Scary Monsters, ce n'est pas juste un pouvoir, c'est une mue. Il devient un prédateur dans tous les sens du terme, capable de flairer la faiblesse comme un vautour de course. Ajoutez à ça une maîtrise du cheval qui ferait passer les autres cavaliers pour des touristes de rodéo, et on obtient un personnage taillé pour dominer, pas pour régner. Diego, c'est pas le roi, c'est le tyrannosaure dans la pièce montée. Enfin, on va passer à Jojo Lion. Et là, c'est pareil, je trouve qu'il y en a peut-être 2 qui se démarquent un peu plus des autres. Dans Jojo Lion, il est vrai que Tamaki Damo n'est pas mal. Enfin, façon de parler. Parce qu'en réalité, c'est une ordure absolue déguisée en beau-père gênant. Derrière son comb-over, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le comb-over, c'est cette petite coupe que font les personnes dégarnies pour masquer la calvitie. Bref, voilà pour l'info. En gros, il refuse la réalité. Et sous ces airs de type un peu paumé se cache un sadique méthodique, manipulateur jusqu'au bout des ongles, capable de fondre une famille entière avec son stand vitamine C, avant d'insérer un poisson vivant dans le bide d'un type, juste pour le plaisir. Mais il y a mieux que ça. Pour moi, Jobin Higashikata est le vrai MVP
des méchants secondaires. C'est ce qu'on obtient d'ailleurs quand un enfant mélancolique, élevé sous tension, devient adulte dans un thriller paranoïaque signé Araki. Sous ces airs de cadre bien peignés et de père modèle, se cache une vision du monde où la pitié est un luxe inutile, et la montée sociale, une guerre permanente. Il a la gueule d'un gendre parfait, et la mentalité d'un stratège féodal. Le genre à sourire pendant qu'il te crame les synapses avec son Speed King. Son stand d'ailleurs, c'est tout lui, discret, précis, mais implacable. Il n'explose rien, il chauffe lentement jusqu'à ce que tout lâche. Une métaphore parfaite de sa manière d'agir. Infiltration, manipulation, incandescence fatale. Sans compter que le mec pourrait tuer quelqu'un avec un mouchoir s'il le voulait. Ce qui rend Jobin fascinant, c'est cette tension constante entre l'adulte ambitieux et l'enfant brisé qui collectionne des scarabées comme des trophées de guerre. Il leur parle, les fait s'affronter comme des gladiateurs miniatures, il les aime, il les sacrifie aussi, comme tout dans sa vie. Sa vision de la force est tendue mais cohérente. Seuls les plus déterminés méritent d'avancer. Et tant pis pour la morale ou les dégâts collatéraux. Son amour pour sa femme et son fils est réel, mais il est prêt à tout piétiner, son père, ses collègues, Morio lui-même, pour les sauver. Parce que chez Jobin, la loyauté n'est pas une vertu, c'est une arme qui brûle lentement, mais sûrement. Hol Horse, c'est le cow-boy qui sort tout droit d'un western spaghetti, mais qui, au lieu de dégainer pour la justice, préfère tirer des balles courbes dans le dos avec un sourire enjôleur. N'est pas un héros, ce n'est même pas vraiment un méchant en fait, c'est le jobro raté par excellence, le second couteau qui aurait pu être une lame, mais qui préfère briller juste assez pour qu'on n'oublie jamais son nom. Il a tout du loser magnifique, grande gueule, charme de Camelot et courage conditionnel, et pourtant, il a cette étincelle, ce moment où, seul contre Dio, il tente un putsch à balles réelles. Le seul agent de Dio qui a eu le cran, ou la folie douce on sait plus trop, de tenter sa chance contre l'Alpha suprême. Bien sûr, il rate, mais même Dio reconnaît qu'il a eu les nerfs solides. Hol Horse, c'est surtout l'art de la fuite transformé en philosophie. Il sait qu'il n'est pas le plus fort, alors il devient le plus adaptable. Il trahit, il supplie, il charme, il improvise. Il est capable d'écraser un plombier avec un parpaing ou de suivre un gamin en vision pour espérer décrocher la victoire. Et Emperor, son stand, un flingue sentient, avec des balles télécommandées. Un pouvoir simple, efficace, mais qui entre les mains d'un baratineur pareil, devient un outil de chaos comique. Dans Crazy Diamonds Demonic Airbreak, Hol Horse revient même dans la partie. Et il a changé. Marqué à vie par son face-à-face raté avec Dio, il traîne ses angoisses comme un cow-boy fatigué, multipliant les tics nerveux et les superstitions débiles, du genre à porter 3 montres, parce qu'une seule en retard pourrait lui coûter la vie. Malgré ses sueurs froides, il se retrouve embarqué avec Chosuke dans une enquête aussi barrée qu'un épisode de X-Files version Morio. Traquant un perroquet possédé capable de reproduire les sons, y compris les meurtres. Loin du bouffon de service, Hol Horse montre qu'il a pris de l'âge et un soupçon de courage, en réussissant à se ressaisir et à faire ce qu'il faut, même si ça implique de flinguer un oiseau maléfique et briser une promesse. Un comeback imprévu, bancal mais attachant, à l'image du personnage. Je tenais aussi à faire une mention de Dio dans Stone Ocean, qui est un écho étrange du Dio flamboyant de Stardust Crusaders, mais traversé par une nuance presque humaine. Dans ses échanges avec Pucci, il laisse entrevoir une facette plus introspective, presque vulnérable, obsédé non plus seulement par la domination, mais par un idéal de paradis. Il soigne, il confie, il doute, et il parle d'amitié avec une sincérité déroutante. Est-ce du calcul? Peut-être. Mais chez ce duo-là, même la manipulation semble chargée de solitude. Un monstre qui, en cherchant à créer le paradis, donne l'impression de vouloir y être invité. Ringo World Again, déjà le nom est classe, hein. C'est le cow-boy le plus stoïque et métaphysique de Steel Ball Run. Pas juste un tireur d'élite, un ascète du revolver, un prêtre du duel. Sa philosophie, se purifier par la confrontation mortelle, atteindre une forme de transcendance spirituelle via la tension de la gâchette. Pour lui, la balle n'est pas un projectile, c'est une prière. Il ne tue pas pour le plaisir ni pour l'argent, mais pour grandir. Oui, grandir. Ce type voit le duel comme un rite initiatique, un moment de vérité où l'âme se révèle. Et cette quête de pureté s'incarne jusque dans ses manières. Il salue, il remercie. Il corrige même l'angle de tir de ses ennemis pour que le duel soit équitable. Un moine armé jusqu'aux dents, mais avec les bonnes manières d'un majordome victorien. Il méprise les conformistes, ceux qui vivent selon les règles imposées. Pour lui, la vraie force naît de l'individu qui trace sa propre route, quitte à y crever seul, le cœur net. Mais sous ce vernis de gentleman, il y a un danger pur, maîtrisé. Parce que Ringo, c'est aussi Mandom, son stand qui peut remonter le temps de 6 secondes. Pas assez pour écrire l'histoire, mais juste assez pour l'ajuster à sa main. Une erreur, une balle évitée, un piège esquivé, et il recommence, implacable, méthodique. Face à lui, on a une chance, mais pas deux. Son combat avec Jiro est un sommet de tension, un duel où les mots pèsent autant que les balles, où les idéaux s'entrechoquent plus fort que les colts. Ringo meurt, oui,
Mais pas en vain. Il incarne cette beauté étrange du perdant noble, celui qui tombe pour ses convictions, un antagoniste à la hauteur d'un héros. Et voilà, comme on peut le voir, les antagonistes secondaires ont tous quelque chose à apporter, ont tous un message à donner. Ce ne sont pas n'importe qui, ce ne sont pas des seconds couteaux comme ça pourrait être le cas dans la majorité des mangas. Ils ne sont pas de la simple chair à canon. Ils ont un objectif, des rêves, des idéaux, et souvent d'ailleurs ils se démarquent des antagonistes principaux. D'ailleurs, Araki a compris un truc fondamental. Ce ne sont pas toujours les grands méchants qui marquent plus, mais ceux qui, dans un coin de chapitre ou d'épisode, viennent te gifler avec une personnalité aussi barrée qu'un épisode de Black Mirror. Ces personnages apportent non seulement du rythme, mais aussi un regard totalement déglingué sur l'univers déjà perché de Jojo. Leur force, c'est qu'ils ont souvent une logique propre, une petite tragédie personnelle ou un délire esthétique si stylé que c'en est juste fascinant. En fait, ils ne sont pas juste là pour mourir comme la plupart des personnages. Ils représentent des idéologies, des obsessions, parfois des reflets tordus du héros. Et dans un manga où le concept de baston implique des conversations philosophiques en plein combat, il fallait bien des adversaires aussi théâtraux que profonds. En clair, on n'est pas face à des figurants, loin de là. Ce sont des étoiles filantes, brèves, intenses et parfois bien plus inoubliables que le boss final. Alors une bonne fois pour toutes, respectons les antagonistes mineurs de JoJo's Bizarre Adventure.